Donc l'allocation d'actifs pour les 6 prochains mois, mais avant de regarder sur les 6 prochains mois, peut-être ce serait intéressant de faire un petit retour en arrière sur ce premier semestre qui vient de se dérouler. Est-ce que ce qu'on avait prédit lors des perspectives de début année s'est vraiment déroulé? Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement ce que l'on s'était dit en janvier? Vous étiez assez optimiste. Et est-ce que ce que vous aviez prédit, pas prédit, mais en tout cas anticipé, s'est vraiment passé? C'est vrai qu'on avait un discours très positif et constructif. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement ce qui reste encore d'actualité et ce qui a changé. Alors, une des raisons, c'était simplement la valorisation qui était extrêmement basse. Et ça, bon, ça a changé. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, le marché n'avait pas du tout pris en compte les très bons résultats, finalement, de l'année dernière et la baisse des marchés. C'est-à-dire qu'en gros, des résultats qui prennent 15-20%, un marché qui perd 10%, parce qu'il y avait des économistes qui anticipaient une récession profonde cette année, le fait que les marges ne tiendraient pas et donc ne prenaient pas ces éléments favorables en compte. Et donc la simple prise en compte de ces éléments pouvait constituer une hausse. Ça y est, elle a eu lieu. La hausse de 30%, c'est le rattrapage. Mais peut-être le point à signaler, c'est qu'on est juste revenu à un niveau moyen de valorisation. On n'est pas surévalué. Mais avant, c'était très peu cher. Maintenant, on est simplement à des niveaux moyens. Il y avait la question sur la Chine aussi, qui était un soutien. Ça, on voit que ça cale un petit peu. C'est plus discutable. Et puis, sur le sujet de l'inflation, il y avait au moins quelque chose de clair. C'était que l'effet de base était extrêmement positif pour les matières premières. Et donc, on allait vraiment avoir un effet très favorable. En gros, une inflation qui passe de 9 à 4. Je ne vais pas dire facilement, mais au moins, on pouvait anticiper ça. Et qu'on allait rentrer un peu dans le dur aujourd'hui. Et c'est le cas. Le seul élément positif qui reste encore du côté inflation, c'est l'aspect loyer. La prise en compte des loyers, qui est une composante forte dans l'inflation américaine. Et donc là, il y a encore une marge finalement d'amélioration. Donc on peut tendre vers 3, mais ensuite on voit bien qu'il y a un noyau dur avec un changement sur le marché de l'emploi qui reste infranchissable. C'est ça, donc il y a quand même une inflation qui est persistante. Voilà. Et qui ne va pas peut-être évoluer si rapidement que ça, en tout il à la baisse. D'ailleurs, on peut peut-être même avoir finalement les prochains chiffres qui soient les meilleurs et ensuite une incapacité de baisser au-delà et peut-être même s'il y avait une reprise du pétrole, etc., quelque chose qui a montré un peu. Mais il reste des éléments quand même, je trouve, favorables. Alors, on n'aura pas les mêmes perspectives, mais il y a quand même des perspectives ouvertes par le fait que sur la croissance, on a vraiment la confirmation du consommateur. Alors, c'est surtout vrai pour le consommateur américain, parce que finalement, toute l'épargne, le truc, si je peux dire, entre guillemets, c'est toute l'épargne accumulée par les consommateurs pendant cette période, finalement, de Covid, qui a fait qu'aux États-Unis, aux États-Unis, ils ont utilisé cette épargne, alors qu'il y avait une perte de pouvoir d'achat, il y avait une inflation à 9, des salaires qui augmentaient à 5. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a même un relais qui peut se faire, parce qu'il y a un pouvoir d'achat qui revient, avec l'inflation qui va tomber vers les 4, 3, et des hausses de salaire, avec un peu des effets de second tour, qui sont dans les 4,5, quoi. Donc il y a un relais aussi de ce côté-là, ça tient. Et puis moi, il y avait toujours un élément, et on l'avait un peu signalé à ce moment-là, c'était l'extrême pessimisme des marchés. Et donc, on sait toujours que un marché haussier, ça naît dans le plus grand des pessimismes, et voilà, ça prospère ensuite, c'est les adages célèbres des boursiers. Ça meurt dans l'euphorie, et on n'est pas encore dans l'euphorie. On bascule du scepticisme à peut-être un certain optimisme. Et donc, il y a encore ces éléments-là qui portent le marché avec un phénomène, peut-être on discutera, mais la question à se poser, c'est lorsqu'il y a une stabilisation longue des taux courts, ce qu'on anticipe quand même, on n'anticipe pas une rebaisse, comment se comportent les marchés à ce moment-là. Voilà. Donc, il y a quand même cette notion de timing que j'ai entendue aussi en introduction. Pierre, pour vous, si on reprend cet aspect rétroviseur, est-ce que ce que vous aviez anticipé s'est également passé sur ces 6 premiers mois? Alors oui, ce qu'on disait en effet la dernière fois, c'est que 2023 serait l'année du marché obligataire. On l'avait très clairement identifié, mais on s'attendait forcément à un premier semestre plus compliqué sur l'obligataire, toujours compliqué sur l'obligataire en tout cas. On a eu alors une hausse des taux longs, pardon, qui s'est poursuivi jusqu'au mois de mars, avec des taux longs notamment en Europe qui sont montés sur des niveaux relativement importants, autour de 75%. Et puis ça s'est stabilisé depuis ce moment-là. Le gros phénomène en fait qui est intéressant de noter, c'est l'inversion des courbes de taux. Quand on parle d'inversion des courbes de taux, c'est-à-dire qu'on a des taux de longue maturité qui sont très inférieurs au taux de plus courte maturité, ce qui est une situation assez anormale et qui est totalement liée en fait avec ce qui se passe sur ce qu'on vient de décrire, notamment sur l'inflation cœur. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui était plutôt dans nos prévisions. Ce qui nous a un peu plus surpris l'an dernier, c'est
en tout cas sur ce premier semestre, c'est la vigueur du marché des actions. On a eu depuis septembre dernier un rallye action d'à peu près 35%, qui a été très bien décrit, notamment du fait d'un pessimisme très fort de la part des investisseurs qui n'étaient pas investis sur ce marché. Donc un marché non investi est un marché qui, évidemment, surprend à la hausse. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les taux longs sont en train de se stabiliser. Donc c'est la deuxième phase, c'est le plateau. Nous n'anticipons pas que ces taux longs puissent monter beaucoup plus haut pour le moment en tout cas. Mais voilà, on est dans cette deuxième phase après la première phase de hausse importante sur les taux obligataires. Alors justement, si on se projette sur cette deuxième phase, aujourd'hui, est-ce que les indicateurs, donc on a vu le relais par rapport aux consommateurs, on peut parler des indicateurs avancés, est-ce qu'ils commencent à décliner ou il y a toujours cette vigueur contre laquelle, notamment les banques centrales, et on en reparlera, souhaitent lutter? La grande surprise, c'est l'inertie importante sur la croissance. C'est-à-dire que l'ensemble des économistes, en tout cas un grand nombre, s'attendaient à une croissance qui ralentisse plus tôt dans le cycle. Aujourd'hui, on est encore sur une croissance qui montre une certaine vigueur, même si les chiffres et les indicateurs avancés, ça y est, commencent à quand on parle d'indicateurs avancés, peut-être repréciser un petit peu quels sont-ils? Alors là je fais allusion par exemple au PMI, les derniers PMI qui sont sortis, qui sont des sondages sur les directeurs d'achat, qui eux ont une vision à 6 mois sur leur carnet de commandes, et donc ça c'est un des seuls indicateurs très avancés qui est assez fiable en général. Voilà, donc ces indicateurs-là sont en train de se retourner assez sensiblement. Voilà, sinon on a toujours cette croissance du PIB qui, quand on la regarde en nominal, reste finalement assez forte, du fait d'une inflation cœur qui est encore forte, même si l'inflation globale a beaucoup baissé, et un consommateur qui pour l'instant n'a pas complètement flanché. Pourquoi aussi? Parce que les niveaux d'emploi sont toujours très très vigoureux. Les banques centrales, surtout aux États-Unis, ont pas mal de difficultés à refroidir en fait ce marché de l'emploi, qui explique que le consommateur, même s'il a aux États-Unis consommé beaucoup de cette épargne, reste très positif encore, en tout cas, et continue à consommer de manière assez importante. Du coup, toujours cette dynamique de croissance. Donc, on parle justement des banques centrales. On anticipait quand même un premier plateau en termes de remontée des taux directeurs en mars pour la Banque centrale américaine, un petit peu plus tard pour effectivement la Banque centrale européenne. Aujourd'hui, quand on écoute Christine Lagarde, elle a déjà, on vient d'avoir des taux directeurs qui augmentent en juin. Elle annonce également une augmentation en juillet. Donc en fait, ce plateau, c'est pareil, est décalé dans le temps. Est-ce que les banques centrales vont peut-être pas aller un peu trop loin dans leur discours de fermeté? Ou pas, messieurs? Alors sur les banques centrales, ils ont peur parce que d'abord, ils n'ont pas été écoutés pendant longtemps. Et ce qui était surprenant, c'est qu'il y avait 3 baisses de taux anticipées au second semestre. Le marché a été très volatile dans ses anticipations de taux. Aujourd'hui, tout le monde est un peu conciliant. En fait, il ne faut pas... le pire, ça serait qu'ils interviennent à la baisse et que les chiffres d'inflation, à un moment donné, remontent un peu, ce qui n'est pas impossible. Parce que là, il y a tous les éléments, je dirais, conjoncturels, qui ne sont pas le cœur de l'inflation, qui sont de la hausse des prix, qui vont dans le bon sens. Les matières premières, l'énergie, le shipping, les loyers, tout ça, ça baisse, et donc on un point bas. Et après, ça sera un peu plus difficile. Et ce qu'ils redoutent, ça soit un peu cet élément-là. Je pense que ce qui est important quand même, parce que son discours, il faut vraiment qu'il tienne à distance. Ce discours s'adresse à nous, justement. Alors, il y a des choses qu'ils ont réussi. Ils ont réussi un ancrage psychologique sur l'inflation pour empêcher, finalement, que les investisseurs se disent il y a une inflation structurellement plus élevée. Quand on voit les anticipations à 3 ans, 5 ans, 10 ans, il n'y a pas cette anticipation-là. Et c'est ce qu'ils essayent de réussir à 1 an. Mais je pense que l'important, c'est quand même la Fed, plus que la BCE. C'est-à-dire que quand la Fed arrêtera, ça permettra finalement au marché et aux autres banques centrales aussi de gérer ça intelligemment. Par exemple, la Banque de Chine qui ne peut pas faire grand-chose à l'heure actuelle par peur de dévaluation du yuan. Quand la Fed s'arrêtera, peut-être qu'il y aura des plans de soutien un peu plus importants. Donc l'élément central de la Fed occasionnera aussi, sur la crédibilité des banques centrales. Il faut toujours se rappeler qu'ils ont dit des choses, et si on reprenait ce qu'ils ont dit quelques mois après, ça s'est avéré totalement faux. Donc c'est là où tout à l'heure je parlais un petit peu de sémantique à avoir par rapport au discours de la Banque centrale. Pour l'instant, ils veulent nous tenir à distance. Il y a eu du retard à l'allumage. Ils veulent surtout pas finalement qu'il y ait des anticipations trop rapides et qu'on se mette en achetant par exemple de l'obligataire trop tôt à faire baisser les taux, à détricoter finalement ce qu'ils ont essayé de construire. Voilà. C'est ça vraiment. Oui. Pierre,
Oui, non, je voulais juste revenir sur la Fed, par exemple. Si on prend le discours de la Fed, il y a déjà un long moment, elle nous a toujours dit plus haut pour longtemps. Donc jamais la Fed n'a voulu laisser entendre au marché qu'ils allaient rebaisser les taux rapidement. Donc ça, c'est déjà une première... Mais le marché, en effet, n'a pas voulu l'écouter. C'est-à-dire que les marchés de futurs, de contrats futurs, ont continué à anticiper. Alors c'est en train de se rétablir, mais on continue à anticiper des baisses de taux d'ici la fin de cette année. Ça, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le message, il est très clair de la part de la Fed. On fait une pause, mais le prochain mouvement, si mouvement il sera probablement à la hausse. Voilà. Donc on est sur vraiment ce qui avait été déjà communiqué par la Fed, plus haut pour longtemps. La BCE, toujours avec le même décalage, semble reprendre un petit peu le même discours, parce que voilà, les statistiques économiques l'obligent à tenir ce discours-là. Et donc on est aussi sur plus haut, plus longtemps pour la BCE également. Donc on va continuer à monter les taux également du côté de la BCE. Une fois, peut-être 2 fois. Mais en tout cas, les marchés sont en train de comprendre qu'ils sont peut-être été probablement un peu trop optimistes sur ce mouvement de politique monétaire, sur l'arrêt de cette politique monétaire, voire le retournement, cette fameuse inflexion des politiques monétaires. Et ça, c'est un message que veulent absolument ancrer les banques centrales dans l'esprit des investisseurs aujourd'hui. Oui, parce que l'objectif, c'est quand même de ralentir, comme on dit la machine, donc, mais sans pour autant la casser. Est-ce qu'on... Et je vois Hervé qui opine du chef, donc est-ce que justement vous partagez ce point de vue par rapport à ce que l'on s'est dit jusqu'à maintenant? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, mais peut-être justement l'idée que le rôle des banques centrales, c'est absolument de ralentir la machine, ça me paraît une idée dangereuse aujourd'hui pour l'économie, alors pour lequel je suis peut-être pas très orthodoxe, mais je trouve que voilà, on a une situation sur laquelle rien ne montre qu'une inflation structurellement plus élevée que celle qu'on a connue pendant les 10 ans passés soit une situation pénible pour l'économie. Bien sûr. Et donc, effectivement, il risque d'avoir un entêtement à vouloir absolument réatteindre cette cible de 2% qui probablement ne sera plus une cible réaliste pour les 10 ans qui viennent. Et que donc, le point délicat, et c'est pour ça que je parlais de normalisation ou pas de normalisation, c'est de voir à quel niveau de désinflation on arrive et avec quel niveau d'inflation cœur on est capable de vivre et sortir aussi de l'idée, y compris chez les banques centrales, que 2% c'est forcément le bon niveau d'inflation pour l'emploi et pour l'économie. Et donc c'est cet équilibre-là qui me paraît un petit peu dangereux, puisqu'on voit qu'il y a des gens qui tirent en disant non, mais il faut absolument que ça désinflation très vite et donc soyons agressifs sur les taux. Qui reste dans une pensée très orthodoxe là-dessus dans les conseils des banques centrales, puisque les banques centrales, c'est un peu comme nous, là. Il y a des gens qui débattent et ils ne sont pas tous d'accord. Et donc, il faut essayer de trouver un accord. Et donc, voilà, le danger, il est plutôt là. C'est-à-dire qu'un espèce de rigorisme monétaire trop violent, alors que rien n'indique qu'on est dans une situation qui ne peut pas se normaliser avec un niveau d'inflation un peu plus élevé. Et puis, la bonne nouvelle, quand même, de tout ça, pour l'instant, pour les marchés, c'est qu'on a retrouvé des niveaux de taux relativement intéressants et que les marchés actions ne sont pas du tout dans l'euphorie, comme le disait Jean-Jacques. Donc il y a des opportunités d'investissement aujourd'hui qui sont me semble-t-il, assez importantes et diversifiées sur l'ensemble des classes d'actifs. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça c'est évidemment une bonne nouvelle. Voilà. Justement, Jean-Jacques, en termes d'allocation, aujourd'hui, si on fait alors on va développer chacune des classes d'actifs pendant cette heure, mais déjà, si on donne les grandes tendances d'une allocation. La grande tendance. Projeté vraiment sur le S2. Oui. Voilà. Donc, en début d'année, surexposition action, on l'a compris, et plutôt de l'obligataire crédit, justement, en se disant qu'il y avait plus des marges, finalement, de réduction des spreads, soit du high yield, soit d'investment grade, plus que le souverain, où la baisse des taux est un peu reportée dans le temps, d'autant plus qu'il va y avoir des émissions importantes. Dans les choix, c'était, je dirais, presque tout sauf défensif, c'est-à-dire de la croissance US au début du cycle européen, qu'on a tourné en mars également un peu contre la croissance, puisqu'on a réduit aussi un peu l'exposition pour revenir à la neutralité. Par contre, aujourd'hui, on voit vraiment une vraie dichotomie. Alors, ça a été dit, rappelé plein de fois, entre quelques grandes valeurs qui bénéficient vraiment du thème de l'intelligence artificielle. On y reviendra peut-être, bien sûr. Et il y a beaucoup de valeurs, même qui ont eu des résultats pas mauvais, qui ne sont pas pourtant du côté des mid-cap, mais même des grandes capitalisations, et qui n'ont pas bénéficié finalement de ce mouvement. Donc, je pense qu'il y a un élargissement finalement un petit peu à jouer, avec notamment sur le marché américain, peut-être un élargissement vers des valeurs un peu plus cycliques, justement, parce qu'il y a vraiment un écart important qui s'est creusé. Et donc, le fait simplement d'anticiper qu'on n'aura pas de récession, je dirais, pendant le second semestre 2023, voire même un peu plus loin aux États-Unis,
permet cette forme de rotation qui veut dire aussi peut-être aller le segment aussi des valeurs un peu plus moyennes aux États-Unis. Voilà, donc, et puis peut-être un petit... Donc les États-Unis, il y avait aussi l'idée de couverture aussi des positions américaines qu'on prenait contre une dépréciation finalement du dollar, avec le sentiment finalement que l'avancée de la politique américaine permettra un arrêt des politiques monétaires plus rapide, et donc une forme d'appréciation de l'euro, qui est presque d'ailleurs recherchée sans doute par la Banque centrale. S'ils ont vraiment l'objectif de 2%, je suis d'accord, que je trouve très théorique. Mais voilà, donc sur ces positions US aussi couvertes contre le risque de change. Pierre, pour vous, en termes d'allocation aujourd'hui? Oui, alors le grand mouvement d'allocation, c'est celui qu'on avait déjà évoqué. Hein. Donc il y avait la première phase qui a duré plusieurs années, j'ai envie de dire, qui était la sous-pondération obligataire. On est redevenu neutre sur le marché obligataire dans nos expositions, dans nos portefeuilles. Et aujourd'hui, depuis quelque temps, on a, même depuis cette semaine d'ailleurs, on a l'intention de repasser positif sur les marchés obligataires de long terme, et en attendant justement cette inflexion des banques centrales qui nous permettront dans le temps de redescendre sur la courbe en allant acheter de l'obligataire de plus en plus court quand le moment sera le bon pour le faire. Donc ça c'est la première chose. Sur les marchés obligataires un peu plus risqués de crédit, on va rester toujours en dehors du marché du crédit, parce que voilà, pour les raisons de ralentissement qu'on attend, les taux de défaut sont encore très faibles, peuvent éventuellement remonter, même si on n'attend pas une explosion des taux de défaut, évidemment. Mais on a l'intention aujourd'hui de rester encore en dehors des marchés du crédit. Donc on va acheter du taux souverain sur les marchés obligataires. Sur les marchés d'actions, on avait une position plutôt neutre et à négative, légèrement négative, mais plutôt neutre moins, on va dire, par rapport à nos indices de référence. Donc on va rester dans ce mood-là. Je pense que difficile d'anticiper aujourd'hui que les actions baissent très très violemment. Il n'y a pas de vraie raison pour que les actions baissent très violemment aujourd'hui. Il y a un point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est ce PIB nominal qui reste quand même relativement fort, et cette inflation toujours forte qui permet aux entreprises aujourd'hui de reconstituer leurs marges, et c'est ce qu'elles font et ce qu'elles ne se privent pas de faire d'ailleurs, ce qui dépasse en poser certains problèmes, en effet, pour le pouvoir d'achat d'ailleurs des consommateurs. En revanche, le moment viendra où ces entreprises devront à nouveau baisser leurs prix et du coup dégrader ces marges. Pour l'instant, on n'en est pas là. On a des prix à la production qui sont en train de baisser, et on a des prix à la consommation qui ont bénéficié des hausses passées et qui restent sur leur niveau. Donc des marges qui s'apprécient. Donc difficile de vendre des actions et d'être très très baissier sur les actions dans ces conditions-là. Maintenant, être très haussier sur les actions dans ces conditions-là, ça reste un petit peu plus compliqué. Est-ce que c'est plus compliqué, Hervé, justement, d'être haussier sur les actions? Moi, j'ai un biais structurellement positif sur les actions. Donc, on l'avait début d'année, et effectivement, la hausse a été violente. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait quasiment 4 mois maintenant qu'on a une espèce de trading range qui ne bouge pas. Donc on projette en se disant on est dans un trading range, donc ça va rester dans ce trading range. Moi je pense qu'il y a quand même on a quand même encore beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconnus, et dans ces cas-là c'est souvent un peu binaire. Donc je pense qu'on va soit sur une correction de 10%, soit sur une hausse de 10%. Alors j'ai pas de boule de cristal, mais nous plutôt on reste constructif sur les marchés actions. On a rééquilibré probablement les biais, et en allant plus sur on en reparlera peut-être un peu plus tard, sur à la fois une espèce d'écart vraiment entre des secteurs qui price encore vraiment une récession. Quand on voit les valorisations sur le secteur bancaire ou sur le secteur automobile, on a vraiment l'impression que la récession est pour demain, et on est, me semble-t-il, pas en situation de se dire qu'il y a une récession pour demain. Puis on a quelques très belles valeurs de très forte croissance qui finalement reste sur des niveaux raisonnables. Donc je pense qu'on peut rester positif action, mais en étant plus discriminant. Il y a quelques valeurs, qualité, croissance, etc., très bien valorisées, sur lesquelles on peut effectivement légitimement prendre des profits. Voilà, mais je pense que si on est sur un scénario qui est tout à fait possible, d'un atterrissage réussi, ce qui n'est pas gagné, il y a un risque. Oui, il y a une possibilité que le marché reprenne 10% sur ces segments qui sont toujours en retard. Voilà, donc nous on reste assez positif encore sur le marché action.